J'ai passé 31 jours sur un lit d'hôpital à lutter pour ma survie. Et durant ces 31 jours, pas une seule personne partageant mon sang n'a franchi le seuil de cette chambre. Ni ma mère, ni mon père, ni ma sœur. Je veux que vous preniez un instant pour réaliser ce chiffre. 31 jours. Cela représente plus de 400 heures. Rythmé par le bip incessant des moniteurs. 400 heures à voir les infirmières. Venir changer ma perfusion à 3 heures du matin. À fixer une dalle du plafond avec une tache d'humidité qui ressemblait à la carte de la France, en me demandant si ce serait le jour où mon cœur déciderait d'arrêter de battre. Durant tout ce temps, ceux qui étaient censés m'aimer inconditionnellement n'ont pas trouvé une seule heure pour venir me voir. Je m'appelle Valérie, j'ai 28 ans, et voici l'histoire. De la manière dont ma famille m'a enseigné, de la façon la plus cruelle qui soit, exactement quelle était ma valeur à leurs yeux, et comment je leur ai rendu l'appareil. Tout a commencé un mardi. Je m'en souviens parce que le mardi était mon jour de sport, et je n'y suis jamais arrivé. Je me suis effondré dans ma cuisine en préparant mon café. Mon souvenir suivant, c'est la lumière crue des néons et un infirmier en tenue de bloc me demandant mon nom comme si c'était un test que je risquais de rater. Des complications internes sévères, m'a-t-on dit plus tard. Le genre qui n'attend pas que vous ayez mis de l'ordre dans vos affaires. Le genre qui nécessite une opération en urgence. J'ai appelé ma mère depuis l'ambulance. Mes mains tremblaient tellement que je tenais à peine le téléphone. Je me souviens de ma voix qui se brisait quand j'ai dit « Maman, j'ai peur. Il m'emmène au bloc. » Monique, c'est le prénom de ma mère, est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit « Oh non, c'est terrible, ma chérie. Tiens-moi au courant. » Et elle a raccroché. Tiens-moi au courant, comme si je lui faisais un rapport sur les embouteillages du périphérique. Comme si je n'étais pas sa fille sur un brancard. J'ai appelé mon père ensuite. Robert a décroché à la 3e sonnerie, le brouhaha de la télévision en fond sonore. Je lui ai expliqué la situation. Il a répondu, ah mince, d'accord. Bon, fais-nous signe quand ça sera fini. Je l'ai entendu demander à quelqu'un dans la pièce, tu veux un café, avant même de raccrocher proprement. Je n'ai même pas essayé d'appeler ma sœur. Justine et moi ne nous étions pas parlé depuis 3 semaines, depuis que notre dernière conversation avait fini sur elle me traitant de « trop sensible » parce que je lui avais fait remarquer qu'elle m'avait emprunté 400 € sans jamais parler de me les rendre. Je lui ai envoyé un SMS, je pars au bloc opératoire. Elle a laissé le message en vue pendant 6 heures. L'opération en elle-même est un flou de chambre froide et de visage masqué. Ce dont je me souviens clairement, c'est mon réveil, totalement désorienté. Ma gorge était brûlée par le tube de respiration, et je regardais vers la porte, espérant voir quelqu'un. La chaise à côté de mon lit était vide. Elle l'est restée pendant 31 jours. Je veux être juste, car l'honnêteté compte, même quand les gens ne la méritent pas. Ma mère a envoyé quelques textos sporadiques. Comment tu te sens, au 3e jour? J'espère que tu vas mieux, au 9e jour, avec un petit emoji souriant, comme si j'avais eu un simple rhume. Et non 3 opérations chirurgicales sur un corps qui peinait à récupérer. Mon père a envoyé exactement 2 messages sur toute la période. Le deuxième était pour demander si j'avais encore sa tondeuse. Ma sœur n'a rien envoyé. Pas un mot. Jusqu'au 19e jour, où elle a texté pour demander si j'avais vu la coque de ses AirPods qu'elle avait perdue. Je restais là, à regarder les autres patients recevoir de la visite. Un monsieur âgé, 2 chambres plus loin, recevait les dessins de ses petits-enfants chaque jour, il les collait au mur au point de transformer sa chambre en galerie d'art. La femme en face avait un défilé constant d'amis apportant de la soupe, des magazines, juste pour qu'elle ne soit pas seule. J'avais une infirmière nommée Amel qui commençait à m'apporter des crèmes dessert en cachette parce qu'elle disait,
ma belle, il faut bien que quelqu'un te gâte un peu. Une infirmière. Une étrangère qui me connaissait depuis 4 jours était plus investie dans ma survie que les 3 personnes qui me connaissaient depuis toujours. J'ai pleuré davantage dans cet hôpital à cause de la solitude que de la douleur physique. Et voici ce qu'il en est de ce genre de douleur, elle ne fait pas mal seulement. Sur le moment. Elle recable votre esprit. Elle vous enseigne, cellule après cellule, quel est exactement votre rang dans les priorités de votre famille. Une fois cette leçon apprise, on ne peut plus l'oublier. On ne peut que décider quoi en faire. Je suis sorti un jeudi. Personne n'est venu me chercher. J'ai commandé un VTC. Avec des mains tremblantes, car mon corps n'avait pas encore retrouvé sa force. Et je suis rentré dans un appartement qui n'avait pas été visité depuis plus d'1 mois. Les plantes étaient mortes. Le courrier était entassé comme un monument de papier témoignant de mon invisibilité. Ce soir-là, je me suis assise sur le sol de mon salon, trop épuisé pour atteindre la chambre. Et je me suis fait une promesse. Je me suis promis de ne plus jamais confondre l'obligation avec l'amour. Je ne confondrai plus jamais le lien du sang avec l'attention. Et je me suis promis que la prochaine fois que ma famille aurait besoin de moi, je saurais enfin dire non. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Exactement 31 jours après mon retour, je comptais les jours, comme une femme réunissant des preuves pour un procès dont elle seule connaissait la date. Mon téléphone a vibré. Un SMS de ma mère. Pas de « Comment vas-tu ?» Pas de « Désolé de ne pas avoir été là. » Juste ceci. « Coucou ma chérie. Excellente nouvelle, Justine et Vance se marient en octobre. On a trouvé la robe la plus somptueuse pour elle, mais elle coûte 12 000 €. Et il nous manque un peu de budget. Tu pourrais nous aider? La famille, c'est sacré. » J'ai relu le message 3 fois. J'ai fini par rire aux éclats, seul dans mon appartement. Un rire vide, sans humour, juste l'incrédulité cherchant une porte de sortie. 12 000 € pour une robe pour ma sœur, qui ne m'avait pas adressé un mot pendant que je luttais pour ma vie, mais qui en avait beaucoup pour ses AirPods perdus. Je veux marquer une pause pour vous parler de Justine, car le contexte compte. Justine a 2 ans de moins que moi, et depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, elle a toujours été l'enfant préféré, de manière si flagrante que ce serait risible si cela n'avait pas marqué toute mon enfance. Quand nous étions petites, Justine avait des vêtements neufs à chaque saison, moi, je portais ses restes, même si nous n'avions pas du tout la même morphologie. Quand Justine avait des difficultés à l'école, mes parents payaient des cours de soutien. Quand c'était moi, on me disait de faire plus d'efforts. Quand Justine a eu sa première voiture à 18 ans, elle était neuve. Quand j'ai eu la mienne à 19 ans. C'était une vieille guimbarde rouillée d'un ami de la famille que j'ai dû réparer moi-même avec l'argent de mon petit boulot. Je pensais que c'était mon imagination. Les enfants font ça. Ils supposent que la pire version d'eux. L'histoire ne peut pas être vraie concernant leurs propres parents. Mais passer 31 jours sur un lit d'hôpital devant une chaise vide finit par balayer le moindre doute. Le SMS de ma mère restait là, sur mon écran. Ce parfait artefact de tout ce qui clochait dans ma famille. Il n'avait pas appelé pour demander comment allait ma convalescence. Il n'avait pas appelé pour s'excuser. Ils avaient texté. Parce qu'ils avaient besoin de quelque chose. Parce que c'est ce que j'avais toujours été pour eux, non pas une fille, mais une ressource. J'ai pensé à ignorer le message. J'ai pensé à envoyer une réponse incendiaire. Détaillant chaque jour passé seul, chaque visite manquée, chaque message superficiel. J'ai rédigé ce message 3 fois, et je l'ai supprimé 3 fois. Car j'ai réalisé quelque chose d'important. Il ne méritait pas mes explications. Il ne méritait même pas ma colère. Pas celle qui demande de l'énergie à construire. Il méritait exactement le niveau d'effort qu'il
m'avait accordé. Alors, j'ai ouvert mon application bancaire. J'ai envoyé 1 euro, un seul, sur le compte de ma mère. Et dans le libellé, j'ai écrit 2 mots, bonne chance. Ensuite, j'ai mis mon téléphone en mode silencieux et je suis allé me coucher. Pour la première nuit de sommeil paisible depuis plus d'1 mois. Imaginez le chaos qui a éclaté le lendemain matin. J'étais allongé, souriant au plafond comme si je venais de gagner quelque chose. Et mon imagination n'était pas loin de la réalité. Mon téléphone a explosé. 11 appels manqués de ma mère. 6 textos de mon père, un homme qui m'avait écrit exactement 2 fois durant toute mon hospitalisation, retrouvant soudainement la motivation d'écrire des paragraphes entiers. Et enfin, un message de Justine. Le premier qu'elle m'envoyait depuis 1 mois qui ne concernait pas des AirPods, tu es sérieuse? 1 euro? Tu te rends compte de l'humiliation? Maman l'a montré à tout le monde au brunch et maintenant tante Rena pense que tu me détestes. C'est censé être le plus beau moment de ma vie et tu fais tout pour ramener ça à toi. Ramener ça à moi. J'ai médité cette phrase un long moment. Comme si survivre seul à une opération lourde, comme si pleurer l'absence de ceux qui auraient dû m'aimer, comme si ces 31 jours de silence n'avaient été qu'une mise en scène pour gâcher ces essayages de robe. Je n'ai répondu à aucun d'entre ceux jour-là. J'ai laissé les messages s'accumuler comme mon courrier s'était accumulé pendant que j'étais hospitalisé. Intouchés, devenant leur propre preuve. C'est mon père qui a fini par m'appeler 2 jours plus tard. J'ai failli ne pas décrocher. Quelque chose en moi, une petite part naïve qui n'avait apparemment pas encore appris sa leçon, m'a poussé à répondre. Valérie, a-t-il dit, sa voix prenant ce ton tendu qu'il utilise quand il est agacé mais essaie de paraître raisonnable. C'était quoi ça? Ta mère est dévastée. Dévastée? Ai-je répété. C'est un choix de mots intéressant. Elle veut juste aider ta sœur à avoir un beau mariage. C'est si terrible que ça. Et quelque chose s'est brisé en moi. Quelque chose qui était scellé depuis 31 jours de silence forcé. Papa, ai-je dit, ma voix étant plus ferme que prévu. J'ai été opéré il y a 1 mois. Sais-tu que j'ai failli ne pas survivre à la seconde intervention? Le sais-tu? Silence à l'autre bout du fil. Non. A-t-il admis. Je n'avais pas réalisé que c'était si sérieux. Tu n'as pas réalisé parce que tu n'as jamais demandé. Aucun d'entre vous ne l'a fait. J'étais seul à l'hôpital pendant 31 jours. 31, j'ai vu d'autres patients recevoir la visite de ceux qui les aiment chaque jour. Une infirmière m'apportait des crèmes dessert parce qu'elle se sentait mal que personne ne vienne. Et maintenant, 1 mois après mon retour dans un appartement aux plantes mortes, après une convalescence que j'ai dû gérer entièrement seul, la première chose dont vous voulez parler, c'est d'argent. 12 000 euros pour une robe. Ce n'est pas juste, Valérie. Nous étions occupés. Occupés? Ai-je dit. Pendant 31 jours? Tous les 3? Occupés? Il n'avait aucune réponse, car il n'y en a pas. Il n'y a pas de version de l'emploi du temps chargé qui justifie qu'une famille n'aille pas voir quelqu'un qui lutte pour sa survie. Pas. Quand il trouve le temps pour des brunchs, des essayages et des histoires de tondeuse. Alors 7 euros, ai-je continué, c'était ma façon de vous dire exactement combien d'efforts il me reste pour des gens qui m'ont montré, de la manière la plus claire possible, le peu d'efforts qu'ils avaient pour moi. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 2 semaines plus tard, j'ai appris quelque chose qui a tout changé. J'étais chez ma cousine Delphine pour un petit café. Delphine est l'une des seules membres de la famille qui était passée me voir 2 fois à l'hôpital avec de la soupe maison. Elle a mentionné quelque chose. Presque en passant, je suis tellement contente que tu ailles mieux. On était tous très inquiets quand ta mère a dit à tout le monde que tu ne voulais pas de visite.
Je me suis figé. Quoi? Delphine a vu sur mon visage que je ne savais rien. Ta mère a dit à toute la famille que tu avais spécifiquement demandé de l'intimité. Que tu ne voulais que personne ne te voie pendant ta convalescence. Que ça te stressait d'avoir de la visite. Elle a fait croire que tu avais interdit l'accès à tout le monde. Je suis resté là, dans la cuisine de Delphine, sentant quelque chose de glacial se répandre en moi. Je n'avais jamais dit ça. Je n'avais jamais dit à une âme que je ne voulais pas de visite. Au contraire, je me souvenais avoir dit à ma mère plusieurs fois à quel point je voulais que quelqu'un soit là. Ma mère n'avait pas juste échoué à venir. Elle avait construit toute une narration pour excuser son absence et, pire, pour faire passer mon isolement pour mon propre choix, ma propre froideur. Elle avait pris ma souffrance pour la transformer en préférence, probablement pour qu'aucun membre de la famille ne pose de questions gênantes sur où elle était. J'ai demandé à Delphine de me montrer les messages du groupe WhatsApp familial, dont j'avais été banni des années auparavant après une dispute sur un dîner de Noël. Ce que j'ai lu expliquait tout. Il y avait des messages de ma mère tout au long de mon hospitalisation, disant tranquillement que Valérie va bien, elle se repose, elle veut de l'espace. Il y avait des échanges sur l'organisation du mariage de Justine, daté de ma 2e semaine d'hôpital, la semaine où j'avais fait des complications. Ma mère écrivait qu'elle était débordée par les préparatifs et qu'elle ne pouvait pas aider pour un truc de mariage. Débordée par les préparatifs. Pendant que je gisais seul dans un lit d'hôpital, avec une fièvre qui effrayait même les médecins, l'énergie de ma mère allait vers des essayages de robes. Pas vers moi. Il n'y avait aucune mention de la gravité de mon état. Juste un effacement commode pour que personne ne vienne compliquer l'histoire qu'elle racontait. Je suis resté assise dans ma voiture devant chez Delphine pendant presque 20 minutes, respirant, recalibrant tout ce que je croyais comprendre. J'avais pensé que l'absence de ma famille était une simple négligence. Mais c'était différent. C'était un choix déguisé, conçu pour que je porte cet abandon seul et silencieusement. C'est là que j'ai décidé que l'euro ne suffisait plus. Non pas pour me venger, mais parce que je refusais d'être la seule personne à connaître la vérité. J'ai demandé à Delphine de m'ajouter temporairement au groupe WhatsApp. Et j'ai posté un message simple, horodaté, une capture d'écran de mon dossier de sortie d'hôpital avec les dates de mon admission et de l'opération, accompagné d'une seule ligne, pour ceux à qui l'on a dit que je ne voulais pas de visite, ce n'est pas vrai. J'ai demandé du soutien chaque jour où j'étais là-bas. Je n'en ai juste pas reçu. Je pense que tout le monde mérite de savoir cela avant que les préparatifs du mariage ne continuent. J'ai quitté le groupe immédiatement. Après, sans attendre de réaction. Les retombées ont été importantes. Tante Rena a appelé ma mère directement pour demander des explications. D'autres proches ont soudainement eu leur réponse. Ma mère a essayé, comme prévu, de dire que j'avais mal interprété, que j'étais sous médicaments et confuse. Mais les documents officiels ne sont pas confus. La vérité avait des dents, maintenant. Quant à la robe de mariée, j'ai su par Delphine qu'ils ont dû revoir leurs ambitions à la baisse. Plus de robes à 12 000 euros, un budget beaucoup plus serré et une liste d'invités réduite, car plusieurs proches ont soudainement trouvé une réticence nouvelle à contribuer financièrement une fois qu'ils ont compris la réalité. Cela fait quelques mois maintenant. Je n'ai pas parlé à ma mère, mon père ou Justine depuis ce message. Pas de grande réconciliation. Juste le silence. Le même silence qu'ils m'ont offert pendant 31 jours. Sauf que maintenant, c'est un silence que j'ai choisi. Et il y a une paix étrange là-dedans. Ce que j'ai maintenant, c'est Delphine qui est là. J'ai un cercle restreint de personnes qui comprennent que la présence n'est pas optionnelle. Je repense parfois à cette chaise vide à côté de mon lit d'hôpital. 31 jours. Sans personne.
Mais je n'y pense plus avec tristesse. J'y pense comme au moment où j'ai enfin compris la différence entre ceux qui sont de la famille par le sang, et ceux qui sont de la famille par les actes.